merci beaucoup Kéran pour cette intervention aussi passionnante qu'amicale à l'égard de Chantal. Nous allons maintenant pouvoir passer le micro à Guillaume Bernard, professeur à l'ICES, à l'Institut catholique de Vendée, et qui a choisi de traiter l'un des thèmes centraux de la pensée politique de Chantal, en tout cas il y a une vingtaine d'années, et peut-être au début, la question du principe de subsidiarité, d'intituler le ton d'intervention « La compréhension moderne de la subsidiarité ». Merci Jérémy. Merci, merci Jean-Thomas. Chère Chantal, c'est évidemment un immense honneur pour moi de parler devant vous aujourd'hui et devant cet aéropage de belle intelligence. Je vais essayer de ne pas trop vous décevoir. Alors rassurez-vous, certains ont dû voir que j'avais un énorme paquet. Ça tient au fait que je suis complètement bigleux, n'est-ce pas? D'accord? Donc c'est écrit en très gros. Rassurez-vous, le texte est relativement court et au besoin j'abrégerai la troisième partie. Oui, effectivement, c'est le sujet de la subsidiarité dans l'œuvre de Chantal Delsol que j'ai souhaité traiter parce qu'effectivement, il fait partie des thèmes qui m'intéressent au plus haut point. Bien que le sujet donc intéresse juristes et économistes, en particulier, on le sait bien, catholiques, la production intellectuelle sur le principe de subsidiarité, en tant que telle, et non pas comme accessoire à une démonstration, est relativement mince. Il suffit pour s'en convaincre de consulter le catalogue de la BNF. Il y a très peu de titres d'ouvrages utilisant en langue française le substantif subsidiarité. Cela démontre à quel point sont importants les travaux de Chantal Delsol sur la question. Ces novatrices études sont essentiellement, mais pas exclusivement, constituées par deux ouvrages publiés au début de la décennie 1990, l'un de recherche fondamentale, l'État subsidiaire, l'autre de synthèse, le principe de subsidiarité. Tandis que l'adjectif subsidiaire et l'adverbe subsidiairement existent en français depuis respectivement les XIVe et XVIe siècles, le substantif subsidiarité est beaucoup plus récent, puisqu'il date du XXe siècle. Il n'en reste pas moins que le concept est beaucoup plus ancien, et l'un des principaux apports de Chantal Delsol est d'avoir démontré et illustré que la subsidiarité a été pensée par la philosophie politique de l'Antiquité païenne, donc avant la doctrine sociale de l'Église, même s'il a été essentiellement remis sur le devant de la scène, justement, par cette doctrine sociale, après les prémices dues à Monseigneur Wilhelm Emanuel von Helmholtz. L'analyse que je vais vous proposer ici est donc d'une certaine manière personnelle, avec ma propre sensibilité, cependant, évidemment, elle est éminemment dépendante des travaux de Chantal Delsol, donc je vais vous proposer d'une certaine manière une relecture. Alors, je voulais le dire en conclusion, mais je pense qu'il faut peut-être mieux que je le dise tout de suite. Vous constaterez que Chantal Delsol est plus diplomate, et plus nuancée, et plus, comment dire, j'avais noté, et plus bienveillante, et enfin plus optimiste que moi. Ce qui fait que je dois reconnaître, et j'espère que ça n'en choquera pas trop parmi vous, qu'il m'arrive, c'est vrai, de basculer pour ma part du côté, j'allais dire obscur, du côté réactionnaire de la force. J'ai préféré vous le dire tout de suite plutôt que de le dire en conclusion, étant donné que vous l'auriez de toute façon constaté. Bon, cela dit, je crois qu'il faut évidemment dans un premier temps faire une présentation succincte des principaux caractères de la subsidiarité, ce sera la première partie, ce qui permettra de proposer une analyse de la compatibilité ou non des principes politiques et juridiques modernes avec celle-ci, et enfin, tenter d'illustrer ce qui peut ou pourrait apparaître comme des simulacres de subsidiarité à l'époque contemporaine. Ce sera la troisième partie, mais je l'abrégerai au besoin. Les caractères saillants de la subsidiarité.
Je ne vous ferai pas l'injure, évidemment, ni de faire un inhabile résumé des auteurs analysés par Chantal, ni de vous lire le fameux paragraphe 572 de l'encyclique Quadragesimo Anno du pape Pie XI en date du 15 mai 1931. Allons droit à une tentative bien orgueilleuse de synthèse. La subsidiarité s'inscrit dans une vision organiciste de la société, ce sera le premier point. Elle est une condition et un moyen de réalisation du bien commun, ce sera le deuxième point, et elle suppose une adaptabilité permanente, ce sera le troisième point, et incontestablement, évidemment, le plus important. Chacune de ces sous-parties ayant d'une certaine manière une correspondance, vous le verrez dans la deuxième partie de mon exposé. Subsidiarité et organicisme social. Le principe de subsidiarité s'inscrit dans et s'appuie sur une vision organiciste de la société où la sociabilité de l'homme est naturelle et où la personne individuelle participe à une pluralité de personnes collectives. Famille, paroisse, métier, province, nation, civilisation, etc. Et l'adepte de science-fiction que je suis pourrait vous dire la Fédération des Planètes Unies de Star Trek. Bon, passons, je sais que je me suis ridiculisé, vous couperez au montage. Bien, la subsidiarité s'exprime pleinement dans le cadre de la conception classique du droit. La société est en fait d'une multiplicité de relations d'altérité. Il s'agit de rendre à chacun son dû, d'attribuer à chacun, à chaque corps social, et en son sein même d'ailleurs à chacun de ses membres, ce qui lui revient. La subsidiarité s'applique entre les différents corps sociaux, mais également à l'intérieur de chacun d'eux. Il y a donc une incompatibilité, me semble-t-il, entre la subsidiarité et le droit conçu comme un attribut de l'homme, c'est ce que j'essaierai de développer tout à l'heure, attribut de l'homme, que chacun de ces droits soit supposé tirer de la nature de l'homme ou établi par le droit positif. Deuxième point, subsidiarité et bien commun. La subsidiarité est une condition et un moyen de réalisation du bien commun. De même qu'il y a un bien commun à chaque corps social, famille, association, entreprise, etc., chacun d'eux participe à la réalisation du bien commun d'un corps social dans lequel il s'insère et qui lui est plus vaste. La subsidiarité est à la fois une condition et une réalisation du bien commun, étant entendu que celui-ci consiste dans la réalisation concomitante du bien des parties et du bien du tout, étant entendu qu'il est à la fois donc le bien de chacun et le bien de tous. C'est à la lumière de la recherche du bien commun que la subsidiarité doit être appliquée, que la liberté de l'échelon inférieur ou l'intervention de l'échelon supérieur doivent être concrètement déterminées. Il y a donc une incompatibilité, me semble-t-il, de la subsidiarité avec le légalisme qui détermine a priori et de façon abstraite une règle de conduite devant être ensuite plaquée sur le réel. Alors, ce n'est pas l'objet de cette intervention, c'est vrai, de débattre de la souveraineté, mais il me semble quand même important de relever que la définition bodinienne de la souveraineté, réservant la souveraineté à l'échelon le plus élevé, et n'ayant pas de supérieur, ne facilite évidemment pas la compréhension de la subsidiarité. Tandis que l'appréhension classique de la souveraineté, telle par exemple qu'elle est exprimée chez le bailli de Beaumanoir dans Les Coutumes de Beauvaisis, le baron est souverain dans la baronnie, le roi est souverain dans le royaume, eh bien cette conception plus classique de la souveraineté permettait de comprendre que chaque corps social avait son propre bien commun et en son sein une autorité chargée de le réaliser. Le bien commun du royaume suppose que la baronnie puisse réaliser le sien et ne doit pas donc chercher à le sacrifier. Troisième point, subsidiarité et pragmatisme politique. La subsidiarité a, évidemment, on l'a tous lu dans les travaux de Chantal Delsol, une double acception, négative et positive. Négative, l'échelon supérieur doit s'abstenir de cadenasser l'épanouissement de l'échelon inférieur, et puis une vision, une acception plus positive, l'échelon supérieur doit, au besoin, soutenir l'échelon inférieur, autrement dit, lui venir en aide, autrement dit, le servir.
Le supérieur est là pour servir l'inférieur, pour l'aider à se développer lui-même, à trouver... Alors, je ne voudrais pas me lancer dans de la philosophie que je ne maîtrise évidemment pas aussi bien que bien des personnes ici, mais que chacun puisse effectivement réaliser son devoir-être. Bien. L'échelon supérieur peut être amené à se substituer à l'inférieur, mais son premier rôle est d'aider l'échelon inférieur à résoudre lui-même le problème auquel il est confronté. La subsidiarité n'exclut pas l'intervention du niveau supérieur, elle n'est pas un principe absolu de non-intervention, mais un principe d'intervention limitée, chaque fois que c'est nécessaire, et d'intervention qui, a priori, devrait être temporaire. Cependant, on ne délègue à l'échelon supérieur que ce que l'on n'est pas capable de faire soi-même. Si l'autorité se diffuse du haut vers le bas, la subsidiarité fonctionne quant à elle du bas vers le haut. Les frontières de compétences entre les différents niveaux sociaux sont fluctuantes en fonction des personnes, des lieux et des temps. Le principe de subsidiarité implique qu'elles puissent sans cesse varier et même qu'elles doivent varier. Or, certains ont cru pouvoir reprocher à ce principe de plus servir à identifier les problèmes qu'à leur donner des solutions. Cette critique suppose qu'il devrait y avoir une répartition des pouvoirs définitivement établie. Or, la délimitation des pouvoirs entre chaque niveau doit varier en fonction de ce qui est le plus utile à la réalisation concrète du bien commun. Le principe de subsidiarité exclut que soit fixée a priori et de manière définitive la répartition des compétences entre les corps sociaux. Il y a là un pragmatisme que l'on retrouve dans la philosophie classique à propos, par exemple, du régime politique. Celui-ci n'est qu'un moyen destiné à la réalisation du bien commun en fonction des lieux ou des temps. Sa légitimité est donc susceptible de varier. Je ne vous ferai évidemment pas l'injure de vous rappeler que le critère principal de légitimité d'un pouvoir dans la philosophie classique, c'est sa capacité à réaliser le bien commun. La question du nombre de personnes exerçant le pouvoir est une question parfaitement subalterne. Maintenant, elle est évidemment plus ou moins susceptible d'avoir une influence, cette question, en fonction du lieu et du temps. Un grand royaume au XIIIe siècle, comme l'est la France, a peut-être plus intérêt à être dirigé par un monarque que par une assemblée délibérante. Et c'est ce qui fait qu'on sent chez saint Thomas d'Aquin sans doute une préférence pour la monarchie, mais c'est une préférence. Ce qui compte, c'est que le régime réalise le bien commun. De manière générale, n'est ponctuellement délégué à l'échelon supérieur que ce pourquoi la compétence n'est pas disponible au plus près du besoin. Ainsi, les parents ne font-ils appel à l'école que dans la mesure où ils n'ont pas toutes les connaissances que leurs enfants doivent apprendre, mais le rôle des parents évolue aussi avec l'avancée en âge des enfants. Ils prennent sur eux de faire baptiser leur enfant, mais celui-ci prend la décision de sa confirmation. De même, le rôle de l'État peut varier en fonction des circonstances, temps de paix ou temps de guerre, période de prospérité ou période de crise, etc. Ainsi, la subsidiarité suppose-t-elle une souplesse constante, une adaptabilité permanente. Et j'en viens donc à la deuxième partie, l'incompatibilité, me semble-t-il, d'un certain nombre de principes, je prends quelques précautions oratoires, d'un certain nombre de principes politiques et juridiques modernes avec la subsidiarité telle que je vous ai proposé de la présenter de manière synthétique. Les présupposés idéologiques, ou du moins certains présupposés idéologiques de la modernité politique et juridique, paraissent en contradiction avec la subsidiarité. Trois peuvent être inventoriés. Le droit attribut de l'homme, c'est le premier point. Le contractualisme social, c'est le deuxième point. Et l'idée de l'intérêt général, qui est très éloignée du bien commun, ce sera le troisième point. Subsidiarité et droits attributs de l'homme. La subsidiarité s'épanouit dans le cadre d'un système juridique où le droit est une chose extérieure, Michel Villet sort de ce corps, est une chose extérieure à la personne et lui est attribuée en fonction de ses mérites, en raison du rôle qu'elle joue dans une relation sociale. Or, la modernité s'appuie sur une toute autre conception, celle des droits subjectifs. Or, si le droit est un attribut de l'homme,
s'il est une puissance intérieure qui est projetée par la personne physique ou morale à l'extérieur, la relation juridique ne peut être qu'un rapport de force, ou au mieux, une relation d'intérêt. Or, l'échelon supérieur plus vaste dispose de plus de moyens, sera donc a priori toujours plus efficace que l'échelon inférieur. Il vassalisera, voire absorbera l'échelon inférieur. C'est sans doute pour cela que la doctrine sociale de l'Église s'attachait à rappeler la dignité ontologique de la personne humaine comme fondement de la légitimité des corps sociaux. Appliquer la subsidiarité, c'est respecter la dignité des personnes, étant entendu que les corps sociaux méritent d'être défendus parce qu'ils sont une des expressions de la vie des personnes. Ce faisant, la doctrine sociale utilise une notion morale, la dignité de l'homme fait à l'image de Dieu, dans une question juridique, la répartition des droits, la rétribution des actes, et s'éloigne, me semble-t-il, de la dignitas romaine ou classique. Subsidiarité et contrat social. Il est inutile, évidemment, de rappeler que la théorie du contrat social connaît de multiples versions. Cependant, toutes s'accordent tout de même sur au moins deux choses. D'une part, la nécessité pour la conservation de l'homme de basculer de l'état de nature à l'état de société, et d'autre part, l'abandon, total ou partiel, en fonction des auteurs, de leurs droits naturels par les hommes pour constituer la puissance publique. Autrement dit, la répartition des pouvoirs entre l'État et la société civile est fixée lors de l'abandon réciproque des droits auxquels les individus ont procédé. Dans le système obésien, les individus ne peuvent espérer exercer que des droits civils et politiques redistribués par Léviathan. Ce n'est pas de la subsidiarité, c'est de la subordination. Dans la logique rousseauiste, le déviationniste de la volonté générale se voit exclu du contrat social et en danger de mort non seulement sociale, mais aussi physique. C'est encore moins de la subsidiarité que l'inféodation. Dans la pensée lockienne, l'individu est susceptible de retrouver l'usage des droits naturels qu'il a cédés à la puissance publique, mais quand celle-ci est défaillante. Si cette puissance publique n'en assure pas la garantie. S'il ne les exerce pas, donc, à sa place. Pensons évidemment, par exemple, au droit de posséder ou de porter des armes aux États-Unis. Le contrat social libéral est donc, en apparence du moins, plus proche de la subsidiarité que le sont les contrats sociaux collectivistes ou totalitaires, ou totalisants, voire totalitaires. Bon, en apparence seulement, car il ne s'agit nullement de subsidiarité, c'est la défaillance du niveau supérieur qui conduit le niveau inférieur à agir, qui permet aux individus d'exercer à nouveau les droits qu'ils avaient abandonnés, en théorie, à la puissance publique pour que celle-ci les exerce à leur place. Favoriser le dynamisme des personnes physiques et morales est un point de rencontre du subsidiarisme et du libéralisme. L'un et l'autre considèrent d'un côté que l'organisation de la vie sociale doit se penser au plus bas niveau possible, et de l'autre qu'affaiblir la société civile, c'est laisser illégitimement libre champ à la puissance publique. La subsidiarité s'oppose logiquement aux monopoles étatiques, tant par exemple en matière d'instruction que de protection sociale. Subsidiarité et libéralisme critiquent l'État lorsqu'il outrepasse son rôle, lorsqu'il sort de son domaine propre. En cela, la subsidiarité semble plus proche, effectivement, du libéralisme que du collectivisme. Mais ces deux approches vont profondément diverger sur le fait que le domaine de compétence de l'État est pour la première susceptible de varier en fonction des circonstances, tandis que pour la seconde, il est fixé de manière définitive par les abandons des droits réalisés lors du contrat social. Quand l'individu récupère les droits inaliénables qu'il a cédés à l'État, c'est parce que celui-ci est défaillant, pardon pour la répétition, je ne m'en étais pas zappé. S'il ne l'est pas, l'individu n'a aucune raison, l'État n'est pas défaillant, l'individu n'a aucune raison de récupérer l'usage de ses droits naturels qu'il a confiés à la puissance publique. Troisième et dernier point, votre calvaire va bientôt s'achever, subsidiarité et intérêt général. L'intérêt général moderne, où le tout n'est que la somme des parties, est extrêmement éloigné du bien commun classique. Le libéralisme considère qu'il faut laisser libre cours aux parties composant le tout
puisque sans les premières, il n'y aurait pas le second. Le collectivisme pense nécessaire d'écraser les intérêts des partis au nom de l'intérêt du tout, puisque le second est plus grand que les premiers. Certes, le bien commun n'est pas collectiviste, et la subsidiarité s'oppose donc à l'étatisation et à la bureaucratisation, même sous prétexte d'égalité. D'où la défense par la doctrine sociale de la propriété privée, par exemple, et même la nécessaire modération des prélèvements obligatoires. Pour autant, la subsidiarité n'empêche pas que l'échelon supérieur intervienne en cas de nécessité, c'est le principe de suppléance, mais la suppléance de l'échelon supérieur ne doit être que temporaire. La subsidiarité a deux versants négatifs, la non-ingérence du supérieur à l'égard de l'inférieur, sauf nécessité, l'autre positif, l'aide apportée par le supérieur à l'inférieur. Or, les tenants du libéralisme d'un côté et du collectivisme de l'autre n'en retiennent qu'un des deux. Le premier, pour ceux qui critiquent l'État-providence, voire l'État lui-même d'ailleurs, le second, pour ceux qui voient dans l'État non pas seulement le garant, mais l'incarnation de l'intérêt général. Dans son approche classique, la subsidiarité et la solidarité sont indissociables. La première, sans la seconde, crée le risque de l'individualisme. La seconde, sans la première, ouvre la porte à l'assistanat. J'ai une troisième partie, mais puisqu'on m'a dit qu'il y aurait peut-être une publication, je vais l'abréger énormément pour que vous puissiez être libérés. Mais j'en dis quand même l'essentiel, les simulacres contemporains de la subsidiarité. La subsidiarité s'inscrit dans un paradigme ascendant et non pas descendant. Or, les simulacres modernes de la subsidiarité, parmi lesquels il y a bien sûr le corporatisme d'origine étatique ou fasciste, Chantal l'a évidemment démontré, la construction européenne, là, il risque d'y avoir évidemment quelques divergences, et même, malheureusement, la décentralisation à la française, ces simulacres modernes font l'inverse, ils sont descendants et non pas ascendants. Bon, pour ce qui est du corporatisme d'origine étatique, fasciste en particulier, je crois que c'est quand même inutile, évidemment, de le développer, puisque les corps sociaux, les corps de métier, ne sont pas issus de la vie sociale réelle, mais sont une création obligatoire de l'État. Évidemment, ce corporatisme-là, ne peut pas être considéré comme étant une expression de la subsidiarité. Quant à l'Union européenne, quelques mots. Il est vrai que la logique de la gouvernance de l'Union européenne, j'ai utilisé volontairement le terme de gouvernance, qui n'est pas évidemment mon terme préféré, tant, je dirais, il conduit d'une certaine manière à limiter les choix politiques sous prétexte d'une technicité, d'une scientificité, n'est-ce pas, des choix qui devraient s'imposer à tous. Mais enfin, en tout cas, la logique de la gouvernance de l'Union européenne conduit à des abandons de souveraineté, mais c'est vrai qu'ils ne sont faits a priori que si ces abandons sont au bénéfice et non pas au préjudice des droits et des devoirs fondamentaux des individus. Et donc, dans ces conditions, cela pourrait apparaître comme une confirmation du principe de subsidiarité. Bien. En fait, il me semble quand même que le principe de subsidiarité qui a été intégré dans les traités de l'Union européenne à partir de Maastricht a été interprété d'une manière que d'aucuns qualifient d'erronée. La façon dont ce principe est présent en fait une subsidiarité descendante et non pas ascendante sur le modèle allemand du fédéralisme coopératif, où c'est bien le Bund qui décide si oui ou non les Länder sont capables d'exercer les compétences partagées. Troisième illustration, si vous le permettez, si je retrouve cela dans mon... Oui, je voudrais juste, pardonnez-moi, dire une chose que je précise, la subsidiarité n'est pas pour autant contraire ou opposée au fédéralisme, dans la mesure où le fédéralisme fonctionne selon un principe que je permettrais de qualifier de classique, que l'on retrouve par exemple dans le 10e amendement à la Constitution fédérale des États-Unis. Donc les 10 premiers amendements ont été votés en 1791, donc très rapidement après la mise en application
de la Constitution fédérale au 1er janvier 1789, et le 10e amendement à la Constitution américaine nous dit « Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution ni prohibés aux États sont réservés aux États ou au peuple. » Réservés aux États ou au peuple. Hein. Autrement dit, la compétence de droit commun appartient aux unités fédérées et l'État fédéral ne dispose que de compétences qui lui sont attribuées et explicitement attribuées. On sait très bien qu'évidemment, notamment grâce à la jurisprudence de la Cour suprême, disons de la fin de la guerre de sécession jusque dans les années 1990, à partir de ce moment-là, il a commencé à y avoir une certaine inversion. En tout cas, la Constitution a été tout interprétée au bénéfice de l'État fédéral. Dernier point très rapide, la décentralisation française. Elle est évidemment sans doute préférable, évidemment, au jacobinisme, parce qu'elle permet une libre administration des collectivités territoriales. Et vous connaissez tous l'article 72, alinéa 2 de la Constitution, issue de la révision de 2003, hein, qui dispose « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. » Alors là, évidemment, on se dit que c'est véritablement une forme de subsidiarité. Hein. Cependant, la décentralisation fonctionne dans une logique descendante. C'est l'État qui transfère des compétences aux collectivités territoriales. C'est l'État qui a supprimé récemment la clause de compétence générale. Et c'est l'État qui, sous prétexte de rationalité, cherche à encadrer l'exercice des libertés locales par les collectivités. Je vous renvoie évidemment à la fameuse loi NOTRe de 2015. Comment conclure? Alors évidemment, il ne me reste plus que 2 points, puisque le premier point consistait à vous présenter mes excuses pour avoir été moins bienveillant, moins diplomate et moins optimiste que Chantal Delsol. Le second point est un peu plus académique. Je marche sur des œufs, et je l'ai naturellement mis dans la conclusion, parce que je n'affirme pas. Quant à ses fondements philosophiques, la subsidiarité est lourde d'un message, me semble-t-il, d'hostilité irréductible à l'égard de la modernité. C'est une citation. Bon. Or, qui n'est pas de moi, hein, je ne m'auto-cite pas encore. Je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Bon. Mais ça n'est naturellement pas une citation de Chantal Delsol, évidemment non plus. Or, la subsidiarité de la doctrine sociale est-elle une réaction de l'État à la modernité ou une tentative de celle-ci pour la réformer de l'intérieur? La réactivation du concept de subsidiarité par les autorités ecclésiastiques s'est faite dans le contexte, on le sait, de l'émergence et de l'affirmation des totalitarismes. L'État subsidiaire était, d'une certaine manière, proposé comme alternative à l'État totalitaire. Toutefois, la place primordiale donnée à la personne humaine se fit en acceptant un ralliement, me semble-t-il, à la vision moderne des droits subjectifs. N'y est-il pas là une concession qui contribue à expliquer certaines déformations que la subsidiarité a pu par la suite connaître? Et puis, une dernière réflexion d'ouverture, vous allez me dire qu'on est très loin du sujet, je ne le crois pas. Parce qu'en fait, nous sommes dans la question de savoir qu'est-ce qui fait la légitimité d'un pouvoir. La subsidiarité soulève et, à mon sens, règle la question de l'étendue du pouvoir et de la responsabilité. Et de la responsabilité. Et il reste évidemment une question d'ordre théologique. Enfin, il reste moult questions, mais notamment une question d'ordre théologique. S'il n'y avait pas eu le péché originel, le pouvoir aurait-il été nécessaire? Il n'est pas dans mon intention, évidemment, de résoudre ici la question. J'ai une deuxième pochette, on peut se lancer. Pas essayer de résoudre la question, mais les 2 réponses possibles, eh bien, ouvrent des perspectives passionnantes. Première réponse, non. Il n'y aurait pas eu besoin du pouvoir s'il n'y avait pas eu le péché originel. Car la conduite des hommes aurait été parfaitement morale et respectueuse de l'harmonie, de la juste répartition des choses. Vincent de Beauvais, qui est un dominicain du XIIIe siècle, semble plutôt basculer de ce côté-là. Et puis il y a un autre dominicain du XIIIe siècle, saint Thomas, qui semble plutôt basculer de l'autre côté. Oui,
Oui, le pouvoir aurait de toute façon été nécessaire, car le principe que ce soit la tête qui dirige le corps est inscrit dans l'ordre des choses, que la tête dirige le corps, mais qu'en même temps, chaque corps social est inscrit dans un autre plus vaste, et que chacun de ces corps sociaux doit réaliser son propre bien, et que le supérieur soit au service du bien commun du corps social inférieur, il me semble quand même que nous sommes dans la question. Je vous remercie infiniment de votre attention et de votre indulgence. Merci Guillaume, et merci de nous avoir donné le thème de notre prochaine conférence. Merci Guillaume. Chers amis, nous avons un peu de temps, donc si vous souhaitez, s'il y a quelques questions, il n'y a pas grand chose dans la salle, je ne sais pas si on peut changer. Non, alors s'il y a beaucoup de lumière, c'est aussi de ma faute, parce que j'ai évidemment besoin de beaucoup de luminosité. Oui, oui, oui. Ouais. Y a-t-il quelques questions, quelques commentaires? On peut répondre pour Mathieu, hein, si vous voulez. Hein. On prend l'accent et on fait une réponse à sa place. Non? Eh écoutez, alors, je vais remercier... pardon. Merci, madame. Je voulais vous poser une question. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le péché originel... Tu vois, elle était bonne. Non, mais là... Est-ce qu'il y aurait eu la science? Merci, madame. La science, oui, puisqu'il y a un ordre des choses et que cet ordre des choses est régi par un certain nombre de lois qui sont inscrites en lui, que ce soit des lois physiques, chimiques, biologiques, sociales. Et c'est la réponse de ceux qui disent, mais oui, même s'il n'y avait pas eu le péché originel, il y aurait quand même eu le pouvoir, malgré tout, parce que c'est inscrit dans cet ordre naturel des choses. Voilà, donc la science, oui, simplement, on aurait peut-être compris plus rapidement les choses. Et donc moi j'ai besoin, naturellement, la subsidiarité s'applique à moi, parce que vous comprenez bien que si c'est moi qui explique les sciences physiques à mes enfants, les avions ne sont plus près de décoller. Vous voyez, voilà. Donc voilà une application concrète de la chose. Je peux poser une question si tu veux? Oui, sur le vocaliste, s'il vous plaît. Ma passion personnelle. Bonjour, merci Guillaume pour ta question. Pour ta question finale, tes remarques et tes réponses précédentes, c'était très rigoureux. J'essaie de prolonger un dialogue que j'ai sur ce point exact avec Chantal, là encore, sur la subsidiarité. C'est justement une de nos passions communes. Peggy avait l'air de dire que s'il y a un péché des catholiques, des chrétiens, et en général des hommes, c'est d'avoir une pensée habituée. Donc il y a des concepts, on peut, pour conclure peut-être notre journée avec une question difficile, il y a des concepts sur lesquels certains penseurs, nous tous peut-être, nous avons tendance à reposer de manière un peu habituée, automatique. C'est pas ça pour une question que, même si je l'enseigne, volontiers dans nos cours à l'université, la subsidiarité, j'ai toujours le sentiment, c'est la première partie de ma question que je te pose, que d'une certaine manière, dans certains milieux croyants, on fait une sorte de totem de la référence à la subsidiarité, là où elle ne serait à peu près jamais effective dans l'histoire pratique. Donc, une question que je te posais pour commencer, comment tu expliques, par-delà les fautes de la pensée moderne que tu as illustrées, comment tu expliques la faiblesse, disons, d'actuation, la faiblesse de mise à l'œuvre du principe de subsidiarité? Dans la deuxième partie, en somme, j'essaie de te répondre à place, mais tu me diras c'est la réponse. C'est au fond, c'est une question, un sentiment que j'ai quand même, c'est que la subsidiarité, tu as indiqué une partie de la réponse. Elle arrive à un moment de l'histoire où il s'agit de répondre aux défis modernes à l'État. Ça, c'est évident. Mais il y a peut-être un autre élément qui émerge là où l'Union européenne s'approprie la notion. Et qu'on voit, il est très difficile à appliquer parce que l'Union européenne a tendance à penser que les bons niveaux de décision, c'est l'Union européenne. Alors, c'est là que les conflits existent. Et donc, la question peut-être est la suivante. La subsidiarité, au fond, me semble-t-il, présuppose déjà certaines réponses. Par exemple, dans quelle communauté politique on vit? Si on est dans une nation, entre Paris et Belley, ou entre Paris et Angers, il y a débat sur qui doit mettre à l'œuvre mieux, comme les créateurs laissent aux hommes la liberté du gouvernement. La question de bien comment, dès la France,
entre l'Europe et la France et les nations européennes, mais le même débat. Donc, j'ai le sentiment que la subsidiarité est un principe merveilleux dès lors que certaines questions éminentes ont été déjà abordées, comme par exemple, quelle est la communauté politique dont le bien commun, où le bien commun doit être cherché. Et ce n'est pas une petite question, c'est à peu près la question de l'histoire universelle, et c'est en ce sens que, voilà, j'essaie de ne pas nous habituer... De nous relancer pour toute la nuit. Voilà. Je n'ai pas habitué à penser en nous disant pourquoi certains des principes qui nous sont chers, dès qu'on essaie de les mettre à l'œuvre, même s'ils nous donnent des séances merveilleuses de cours, je fais comme toi, mais pas avec ta précision et ta clarté, ta complétude. J'ai démontré la perfection du concept, mais il faut se demander qu'est-ce qui fait qu'après tout, ces concepts parfois marchent si peu, on a du mal à les mettre à l'œuvre. Voilà. Alors, une toute petite précision sur la question de l'Union européenne. J'aurais dû le dire, et comme je ne l'avais pas noté explicitement dans mon texte, j'ai ripé dessus. Il va sans dire que le fonctionnement de l'Union européenne et le suivant, ce sont bien les États qui décident de confier à l'Union. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'Union qui usurpe des compétences aux États, c'est bien quand même les États. Alors, oui, enfin, au départ, dans les traités, c'est bien les États qui font. Donc, dans le non-respect de la subsidiarité, du moins telle qu'elle est conçue de manière classique, par l'Union européenne, il me semble que les États sont autant responsables et coupables que l'Union européenne dans ce non-respect. Bon. Pour ce qui est de la non-respect. Bon. Pour ce qui est de la première question à laquelle je sais plus facilement répondre, je pense qu'à la seconde, hein, sincèrement, la seconde, on fera, on se reverra pas. Non, plus sérieusement, pour ce qui est de la première question, je pense que si nous avons du mal à voir l'application effective de la subsidiarité, c'est que nous sommes tous omnubilés par une forme de, comment dire, de constitutionnalisme, de légalisme. C'est-à-dire que nous avons implicitement, même si intellectuellement nous n'y adhérons pas, mais psychologiquement, nous avons intégré le réflexe du contractualisme. Pas de société, pas de contrat, pas de société. Pas de constitution écrite préétablie qu'on va ensuite appliquer sur le réel, pas d'ordre politique. Pas de loi préétablie, pas de règles de vie en société. Et donc par conséquent, on va toujours rechercher la subsidiarité dans des textes qui, comment dire, répartiraient à un moment donné les compétences entre les différents corps sociaux. Or, je crois il me semble que les sociétés de type classique, que ce soit les cités grecques, l'Empire romain ou l'ancienne France, naturellement sont parfaitement différentes, étant donné que ce ne sont pas les mêmes hommes, pas les mêmes lieux, pas les mêmes temps, pas les mêmes circonstances. Ces sociétés-là ont de fait appliqué la subsidiarité. Quand, effectivement, le roi comment dire, attribue des droits particuliers à tel corps de métier, à telle ville, à tel ordre social, à telle province, le fait comment dire, de maintenir les États provinciaux dans une province, de créer un parlement provincial dans tel autre, c'est une forme de subsidiarité, dans le sens où le corps social qui est la province, le corps de métier, l'ordre, ont la capacité comment dire, de sécréter en eux une vie sociale qui justifie qu'il y ait la reconnaissance juridique par un droit particulier. Donc il me semble que la subsidiarité, en fait, elle est partout dans les sociétés qui fonctionnent selon le... Alors, elle est partout, ça ne veut pas dire qu'elle est totalement respectée, bien appliquée, ou que le bien commun soit toujours réalisé. Vous êtes bien d'accord? Les hommes sont parfaitement défaillants. Mais le principe de la subsidiarité me semble beaucoup plus facilement applicable et inscrit dans la vie sociale dans une société où le droit est conçu comme une rétribution de l'acte et non comme étant une puissance intérieure que l'on projette vers l'extérieur. Voilà. Pour la réponse à la première question, qui là, pour le coup, je sais y répondre, à la seconde, je ne sais pas. Oui, merci beaucoup pour votre exposé et d'avoir dit ce que vous avez dit à la fin, tout en nous rappelant au début de votre long parcours sans lunettes ou avec lunettes, ce qui se passait au XIIIe siècle entre un baron et un roi. Je voudrais dire, pour répondre aussi à la dame qui vous a interpellé récemment, que tout cela doit être pris comme vous l'avez fait, c'est-à-dire du point de vue social, empirique et finalement historique, et non pas selon le biais
méthodologique qui nous trotte à tous dans la tête, qui est la représentation selon l'avant et l'après. Quand nous mettons tout cela dans un spectacle où il y a eu un avant le péché originel, puis après le péché originel, ou avant le contrat social et après le contrat social, nous nous plantons. Et tous les auteurs du contrat social, enfin, celui qui l'a mieux dit, c'est Rousseau, c'est une fiction. C'est-à-dire qu'on a toujours été dans le contrat social, selon lui, parce qu'on habite. Et c'est l'habitat qui vaut signature. Ce qui veut dire que jamais personne n'a signé le moindre bout de papier. Pas moi en tout cas, c'est sûr. Ni moi. Et personne n'a jamais fait la même chose. De la même façon, pour le péché originel, je le dirais en 3 mots, si on voit le récit qui consiste à exposer en termes d'avant et d'après, ou alors on se pose la question, qu'est-ce qui se passait avant et pourquoi on ne pourrait pas revenir à l'avant, ce qui est terrible pour le messianisme contemporain. Le rêve d'un nouveau paradis originel, qu'il soit artificiel ou écologiste, qui sera l'enfer d'ailleurs. Mais l'avant et l'après n'existent pas. Péché originel, ça veut dire que moi, en tout temps, je m'aperçois que je suis pécheur sans avoir rien fait pour ça. Je le suis. Quand même, c'est après. Non, non. Et là, je vous cite Kierkegaard. Il y a eu le péché qui a entraîné pécabilité. Et c'est parce que je suis pécheur que je peux pécher. Mais si je ne l'étais pas pécheur, je ne pécherais jamais. Il ne faut pas inverser les choses. Et c'est pour ça qu'il dit Adam et toute l'humanité, mais personne d'entre nous n'est Adam. Ou bien nous sommes tous qui reviennent au même. Donc si on pense, non pas en avant et en après, la question de savoir si on aurait eu besoin ou pas d'une société avec l'état d'origine à l'état édénique, la question ne se pose pas, puisque c'est précisément en voulant être les maîtres du bien et du mal qu'il y a eu le péché. Or ça a toujours été fait chez les humains. Dominus vobiscum. Moi j'ai une autre question. Est-ce que finalement notre tyrannie de procédure contemporaine et notre tyrannie de rationalité a une réponse de peur du désordre, parce que la subsidiarité c'est un désordre accepté, c'est-à-dire l'imprévisible en réalité. Donc on ne veut pas contrôler l'imprévisible de l'étage inférieur par les procédures et les textes rationalisant quelque chose qu'on ne peut pas rationaliser. Oui, oui, non, mais je suis assez, évidemment assez d'accord avec vous, et vous, on le sait bien, la justification première de l'abandon des libertés dans le contractualisme social, c'est avoir la sécurité. Donc ça rejoint parfaitement ce que vous évoquez. Oui, bien sûr. Une dernière question au fond, monsieur là. Vous avez évoqué les dysfonctionnements de la subsidiarité en le concept d'une subsidiarité descendante au lieu d'être ascendante. Est-ce que, en fait, les dysfonctionnements qu'on constate, que je peux plutôt en ce moment, que je pourrais résumer par la coexistence du fort avec les faibles et des faibles avec les forts, est-ce que ça se concilie avec justement ce concept de descendant et d'ascendant? Il me semble que c'est quelque chose de différent et c'est peut-être quelque chose qui est au cœur de nos dysfonctionnements actuels. Alors, je ne suis pas certain d'avoir une réponse qui vous satisfera, mais si vous voulez, les forts et les faibles, à la limite, les faibles peuvent s'allier ensemble pour être plus forts que le fort. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est moins les rapports de force naturels, car nous sommes tous évidemment dotés de dispositions différentes en fonction de ce que le hasard ou de ce que la Providence nous a donné. J'ai eu l'occasion de dire, je ne peux pas m'empêcher de le dire, hein, j'ai eu l'occasion de dire à quelqu'un dans un débat, en disant, mais vous revendiquez le fait d'exercer un droit que la nature ne vous permet pas d'exercer, puisque dans
la relation d'altérité que vous revendiquez, bien celle-ci naturellement stérile, bah moi par exemple, je ne peux pas exercer le droit de conduire étant donné mon handicap. Donc si vous voulez, je crois que c'est moins la question, je dirais, de la force inscrite dans l'ordre des choses, de la force ou de la faiblesse, 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 ou de la faiblesse inscrite dans l'ordre des choses, qui me paraît importante, que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, que la question de qu'est-ce qui est véritablement légitime. Voilà. Qu'est-ce qui contribue à l'épanouissement, à la réalisation de chaque être, que cet être soit individuel ou que cet être soit collectif. Voilà. Voilà une bribe de réponse que je puis vous proposer. Et auquel cas, effectivement, la subsidiarité, l'autorité vient du haut vers le bas, c'est la tête qui dirige le corps. Mais le corps social ne délègue à l'échelon supérieur que ce qu'il n'est pas capable de faire lui-même. Et je pense que, évidemment, là ici je n'ai traité que de la subsidiarité, mais vous comprenez bien que tous les éléments de la philosophie politique sont intimement liés. Et moi je ne prétends pas avoir une vision et une compétence suffisamment forte pour vous faire un exposé suffisamment brillant pour être synthétique par la combinaison de tous ces éléments, mais il est bien évident qu'on ne peut pas dissocier subsidiarité de la solidarité, du bien commun, de l'autorité, etc. Voilà. Je voudrais juste donner un petit avis en réponse décalée à la question de Yolanda. Bien que je ne sois pas spécialiste de la subsidiarité, par contre j'ai été un petit peu diplomate. Et il me semble qu'après la Première Guerre mondiale, on a eu le désir, en réalité, de créer des solidarités pour rendre la guerre impossible. On s'est retrouvé à vouloir créer une Europe, et théoriquement, il fallait faire des choses qui nous handicapent pour pouvoir ensuite faire la guerre. Et en théorie, on aurait dû aliéner une partie de notre souveraineté, sauf que personne n'était d'accord pour ça. Et donc finalement, on a aliéné des choses qui sont secondaires, et on a créé des machines qui, une fois qu'elles existaient, avaient besoin de justifier leur existence et qui sont mises à produire en masse de la quantité normative à l'infini. Et ces machines-là nous étouffent et nous tuent. Et notre problème principal est le fait même qu'il existe ces machines technocratiques sans fondement élu. Mais je pense que c'est l'existence de ces machines et le fait qu'elles soient en roue libre et la conséquence directe du fait qu'on n'ait pas osé, pas voulu, pas eu le goût de mettre en commun ce qui faisait le cœur de nos souverainetés. On va continuer d'applaudir parce que nous allons pouvoir remercier Anne et Guillaume pour ces échanges passionnants.